Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de faire la lecture linéaire du texte du procès, qui va nous servir de lecture linéaire 14, pour la pièce de théâtre Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute. Je restitue l'extrait rapidement. On est vers le début de la pièce. H1 et H2 se disputent depuis le début, principalement parce que H2 semble reprocher à H1 quelque chose qui n'est pas clair au début et qui va finir par être expliqué comme étant un moment au cours duquel H2 a commis l'erreur de se vanter d'une quelconque réussite et H1 a répondu « c'est bien ça ». L'incompréhension est totale chez H1 qui ne voit pas où était le problème, mais à force de discussion, il finit par formuler l'hypothèse que H2 a peut-être jugé que le ton était condescendant et qu'il s'est senti humilié. Se saisissant de cette explication, H2 voit là une excellente raison de mettre un terme à l'amitié qui l'unit à H1 et il va essayer d'obtenir l'autorisation de la société de rompre cette amitié en allant chercher ses voisins, H3 et F, qui sont en couple et qui, en tant que tel, constituent à ses yeux le groupe parfait d'hommes intégrés, d'hommes et de femmes intégrés dans la société, aptes à pouvoir juger de la recevabilité de sa demande, à savoir, voilà, autorisez-moi à ne plus être ami avec H1, ne jugez pas que cette fin d'amitié se fera pour un oui ou pour un non. Pour ça, j'ai coupé le texte en deux parties. Une première partie qui va jusqu'à la réplique de H1 qui dit je l'ai vexé et depuis alors il m'évite », et qui constitue l'exposition de la situation au cours de laquelle H2 va tenter d'expliquer pourquoi il veut rompre avec H1, et un deuxième mouvement qui va de la didascalie sur E, perplexe, hochant la tête, jusqu'à la fin du texte et qui correspond à l'échec total et tragique de la tentative de procès par H2. C'est ce qui va nous servir d'ailleurs de problématique. L'idée, ça va être de voir comment cette parodie de procès, puisqu'il ne s'agit évidemment pas d'un véritable procès, rend tragique la tentative de compréhension mutuelle entre les deux amis et met en scène un échec de la discussion entre les deux. On va donc commencer avec l'exposition de la situation et le premier sous-mouvement que je propose, c'est l'entrée de H3 et de F. On est ici sur H2 qui s'adresse au couple qui vient de faire son entrée et qui va s'adresser à eux en utilisant le « vous ». Voilà, je vous présente, je vous en prie, cela ne vous prendra pas longtemps. Ce qui lui permet à la fois de les présenter à H1 mais également au public, mais aussi de mettre un écart avec le « nous ». C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir le groupe de H1 et de H2, le « nous », et en face, des témoins extérieurs, des personnes extérieures à l'affaire, rejetées au « vous », qui vont pouvoir prendre la position de jury, de juge pour évaluer la requête de H2. On a ainsi la mise en place d'une situation qui évoque le procès, ce qu'on va trouver avec l'utilisation du mot « différend ». Le différend, c'est une dispute au sens juridique, donc on essaye de se mettre dans une situation de procès. Ce qu'on va retrouver dans la suite du texte, donnant ainsi une forme d'officialité à la situation, mais ça semble bien mal engagé, puisque si on regarde, déjà H2 a bien du mal à finir ses phrases, multiplication des points de suspension marquant sa difficulté à prendre la parole, renforcé par le jury qui ne se sent pas vraiment en bonne situation pour la tâche qu'on lui a donnée. D'abord avec la conjonction de coordination qui se met en opposition avec ce que disait H2, et l'affirmation par l'utilisation d'un présent d'énonciation qui n'accepte aucune contradiction, qu'ils n'ont aucune compétence, expliquant qu'ils sont très mal choisis. Ce à quoi H2 répond par l'affirmative, répétant l'adverbe « si », pour affirmer
absolument le contraire. Lui aussi utilise le présent d'énonciation. Vous en avez. C'est un fait qu'ils ont les compétences pour juger. Ils en ont même plus qu'il n'en faut. Et là, le comparatif est intéressant parce que ce qui fait l'expertise de H3 et de F, c'est justement leur statut de couple normal, de couple intégré socialement et hétéronormé. Ce sont ce qu'il appelait dans le passage juste avant, en dehors du texte, des gens normaux, des gens de bon sens, des gens dont on fait les jurys, puisque eux, étant intégrés à la société, ils savent comment elle fonctionne et sont donc aptes à juger les gens sur ce sujet-là. Une fois qu'il a dit ça, il peut attaquer son plaidoyer, deuxième sous-mouvement, le plaidoyer de H2, qui reste dans cette dimension juridique. Voilà de quoi il s'agit. Le voilà, le déictique ici, annonce le début du plaidoyer, il prend de la hauteur, il va s'éloigner de la dispute personnelle pour basculer dans une dispute juridique, rationnelle, objective. L'expression de quoi il s'agit avec son présent d'énonciation n'admet pas de contestation, on va montrer la vérité. On a un homme de loi qui est là pour expliquer ce qui se passe, et il joint le geste à la parole. Le « là » ici indique un geste oratoire. Le personnage de H2 parle et fait les gestes qui soulignent sa parole. Parole et action, les règles de l'art oratoire de base. On est bien dans un avocat qui présente sa requête. Ce à quoi s'ajoute la posture qu'il se donne. H2 se met en position de vulnérabilité, de victime, mon ami, un ami de toujours. Il va montrer qu'il a toujours été attaché à H1, d'abord avec le mon, le possessif, qui va sous-entendre une proximité énorme, un toujours qui semble hyperboliquement relancer l'amitié à la nuit des temps, permettant ainsi d'amplifier le « c'est pour ça justement que ça me fait tant de peine » avec cette expression adverbiale d'intensité « tant de peine » qui amplifie sa souffrance. H2 est en train de se poser en victime qui a souffert d'autant plus que la personne qui l'a fait souffrir est un ami de toujours, donc un traître qui a trahi cette amitié. Donc on semble partir sur un discours assez bien rodé. Cette parodie de procès commence à ressembler à un procès en fait pour l'instant. Le personnage agit en avocat, en homme de loi, il expose les arguments, etc. Mais il ne va pas du tout réussir à garder la parole, principalement parce qu'exactement comme on l'a vu juste avant, il a laissé un point de suspension ici. Et ces points de suspension, c'est une pause dans son discours qui permet à F de s'engouffrer dans la brèche et de venir, dès le départ, interroger la validité de ce qu'est en train de dire H1. Et comment est-ce qu'elle fait ça ? Tout simplement, elle va insister, elle, sur les liens qui unissent H1 et H2. Le souvent va montrer qu'il y a une proximité fréquente, renforcée par le toujours ici. Le temps, les adverbes de temps montrent une proximité récurrente. Et on va avoir cette proximité qui va être renforcée par le temps d'amitié. À nouveau, cet adverbe d'intensité qui renforce les liens entre les deux. La sollicitude avec « vous étiez si inquiet », à nouveau adverbe d'intensité. L'idée qu'on ne comprend pas la dispute puisque l'amitié semble longue, éternelle entre les deux, extrêmement forte, ce qui contredit déjà la prise de position de H2 qui présentait H1 comme un traître. H2 est même obligé de reconnaître, d'aller dans le sens de F en disant que H1 a été parfait, et ce parfait associé au toujours, vous m'avez toujours dit qu'il a été parfait, on est vraiment dans l'hyperbole totale, dans l'absolu, qui montre que H2 est un ami fidèle de H1 et vice-versa. Il casse ainsi la tentative de discours qu'il mettait en place, ce qui crée l'incompréhension de F. Alors, pourquoi une phrase non verbale avec juste ce point d'interrogation à la fin, une phrase très courte qui souligne particulièrement bien l'incompréhension de F et qui remet dès le départ en cause la validité de la demande de H2. Pourquoi demander à rompre avec H1 vu que lui-même est obligé de reconnaître la perfection de l'amitié qui le liait à lui? Cette question ouvre la place à H1, troisième sous-mouvement, prise de pouvoir de H1, je vais vous le dire.
Et cette phrase-là est intéressante puisque c'est exactement ce qu'essayait de faire H2. H2 essayait de dire le ici correspond à la réponse attendue, pourquoi je vais vous le dire, et le futur dans le je vais vous ne laisse aucun doute possible sur le fait que H1 va être capable d'expliquer. Il va à ce moment-là dire « Je lui ai, paraît-il, parlé sur un ton condescendant ». Cette phrase, elle est hyper intéressante parce qu'en une seule phrase, il a expliqué ce que H2 n'avait pas réussi à dire dans tout le début. C'est exactement ce qu'essaye de dire H2 depuis le début de la scène, et il n'a pas encore réussi à le dire. C'est H1 qui arrive et qui, en une phrase lapidaire, hyper courte, parvient à le dire. C'est déjà une prise de pouvoir, parce que lui est capable d'expliquer. Mais cette prise de pouvoir, elle est double, parce que, tout simplement, H1 va y mettre de la nuance. D'abord, on a le « paraît-il », qui fait que la vérité qu'annonçait H2 avec son présent d'énonciation est ici battue en brèche par l'expression qui vient dire qu'on est dans le subjectif et absolument pas dans le réel. Une subjectivité renforcée par le ton qui laisse la place à l'interprétation. H1 n'a pas parlé en étant condescendant, il a parlé sur un ton qui, paraît-il, pouvait être condescendant. Ce qui laisse la porte ouverte à la possibilité que H2 se soit trompé et que donc son procès soit inutile et n'ait aucune valeur puisque simplement il n'a aucune raison d'avoir lieu. Et H2 comprend très bien la situation, il comprend tout à fait qu'il est en train de perdre le procès dès le départ, mais il n'arrive pas à faire face et il perd le contrôle. Pourquoi le dis-tu comme ça avec cette ironie? Tu ne veux plus faire d'essai. Excusez-moi, hop. Cette fois-ci, on voit bien que autant H1 et H2 au début se parlaient à la troisième personne en se désignant pour s'adresser principalement au jury, autant là, H2 sort de cette réserve liée à la situation du procès et s'adresse directement à H1. On revient dans la dispute personnelle, on n'est plus du tout dans la dispute juridique, et cela se voit particulièrement par les questions qui lui sont adressées directement, 3 questions directes. 2 questions partielles qui invitent H1 à s'expliquer, une question totale qui attendent une réponse. H2 ici est énervé en fait, ces points d'interrogation marquent son énervement. Il a bien compris l'attaque de H1 et il perd le contrôle. H1 reste dans sa situation de supériorité, de conjonction de coordination à valeur d'opposition, mais si pour ramener le calme. 3 petits points qui là ne marquent pas le doute mais marquent le côté traînant de la phrase et la possibilité de laisser de ramener H2 au calme, et ça s'enchaîne avec un résumé de la situation. Je le dis sérieusement, on retrouve ce le qui était là-haut, il redonne la réponse au jury et il va donner la réponse en 3 propositions qui vont simplifier à l'extrême le point de vue de H2. Je l'ai vexé. Point de suspension, qu'on pourrait remplacer par un « donc », il s'est senti diminuer, point de suspension, alors depuis, il m'évite. Et en fait, on a un condensé de la situation en 3 propositions liées par valeur de conséquence, parce que je l'ai vexé, donc il s'est senti diminuer, donc il m'évite. Et cet enchaînement paraît implacable, et en même temps tellement court qu'il en devient absurde. La prise de position de H2 devient absurde parce que résumée à l'extrême, elle tient en 3 trucs, vexation, diminution, évite, qui fait que sa réaction semble excessive. Et du coup, à la fin de ce mouvement, on peut dire que dans cette tentative de procès, de cette tentative d'exposition des faits qui doit mener au procès, H2 est déjà dans l'échec. La dimension tragique, elle est là-dedans, c'est que c'est lui qui demande le procès, il est convaincu que ça ne va pas marcher, il l'a dit avant dans les passages qui précèdent, il n'a pas osé rompre avec H1 parce qu'il était sûr que tout le monde jugerait qu'il rompt pour un oui ou pour un non et qu'on lui reprocherait cette rupture. Là, il a demandé un procès parce qu'il pensait qu'il avait peut-être une chance de faire entendre son point de vue, et dès la tentative d'exposition, on est déjà dans l'échec et ça paraît très très mal engagé.
Ça nous permet de passer au deuxième mouvement qui va montrer justement particulièrement cet échec tragique. Le premier sous-mouvement, c'est ce qui correspond aux lignes qui sont là, et on est dans le doute du jury. Et il semble bien que H1 ait gagné. La didascalie indique qu'ils sont silencieux, qu'ils sont perplexes, silencieux parce qu'ils ne savent pas quoi dire et qu'ils sont surpris par l'explication que vient de formuler H1, perplexes parce qu'ils ne comprennent pas la demande de H2 et hochant la tête parce qu'ils sont d'accord avec H1. Ce que va confirmer F, le « en effet » vient accorder de la valeur à ce qu'a dit H1 et elle va peser d'un côté le pour et le contre, les actions et les réactions. L'action de H1 mise en accusation, c'est juste un ton condescendant avec l'adverbe juste ici qui vient nuancer, diminuer la valeur du ton condescendant. On retrouve d'ailleurs le ton qu'avait utilisé H1 et qui laisse la place à l'interprétation. Donc la condescendance de H1 est ici fortement mise en doute. Et face à cette condescendance supposée, on va trouver une litote pour le moins excessif. Ça paraît pour le moins excessif. Alors la litote, elle diminue la force de ce qu'elle est en train de dire. F, la réaction de H2 est pour le moins excessive. On essaye d'être poli, de ne pas choquer H2, mais ça sous-entend beaucoup plus. En fait, on peut traduire cette phrase. En effet, cette réaction est extrêmement excessive juste pour un ton condescendant. Donc F semble déjà avoir condamné H2. Il reste peut-être une petite chance, néanmoins, avec H3 qui contredit, mais vous savez, contradiction de F, avec à nouveau cette conjonction de coordination d'opposition, la condescendance, parfois. Alors le parfois, il est intéressant d'abord parce qu'il y a 3 petits points et il n'arrive pas à terminer sa phrase, parce qu'il vient déjà nuancer la condescendance. La condescendance peut parfois être vexante et mettre en colère. On n'est pas en train de dire qu'il a eu raison de demander à rompre, mais on a la possibilité d'une ouverture de compréhension. Ce sur quoi se jette H2, littéralement. Ah, vous comprenez. Point d'interrogation, double point d'interrogation qui montre la surprise de H2 et un présent qui nous met dans l'actualité, en question directe. Ah, vous comprenez, total. On attend un oui qui pourrait lui permettre de prouver qu'effectivement il a eu raison. Et cette question totale qui attend un oui, elle obtient pas un oui, elle obtient un enfin, je n'irai pas jusqu'à ne plus revoir, mais dans laquelle se retrouve une négation. C'est-à-dire que plutôt que de répondre oui, il répond par une négation. Une négation qui dit je n'irai pas jusqu'à ne plus revoir. Donc on retrouve l'excès, on retrouve cet excès dont parlait F, mais il y a une possibilité qu'effectivement il puisse commencer à comprendre. Et en fait, on va avoir du coup une nuance progressive. On était dans le présent de la compréhension. H2 va basculer dans la possibilité de la compréhension, toujours au présent. Vous pouvez me comprendre. À nouveau nié par « je n'irai pas », répété une deuxième fois. Sauf que cette fois-ci, on est au futur, là où on était au conditionnel ici. C'est plutôt une certitude qu'il n'ira pas jusqu'à comprendre. Et ce qui force H2 à nuancer une deuxième fois, on était dans la possibilité présente de la compréhension, on bascule dans la possibilité future de la compréhension, on a une espèce de gradation inversée. Vous comprenez, ah non, vous pouvez me comprendre, ah non, vous verrez que vous irez jusqu'à me comprendre. Il va falloir qu'il le convainque qu'il va être capable de le comprendre, mais même si ça paraît très très difficile, H2 a peut-être une possibilité. Et c'est pour ça qu'on va passer au deuxième sous-mouvement du deuxième mouvement, sur la tentative de deuxième discours de H2. On reprend notre discours juridique. Permettez-moi de vous exposer, on est dans l'exposition des faits, on revient dans le discours juridique. Voilà, on annonce le début, on est cette fois-ci à nouveau dans la prise de parole judiciaire. On est parti pour quelque chose qui devrait être clair, exposé, on est dans la clarté. Et puis non,
parce que tout simplement, le d'abord qui vient derrière nous annonce qu'on va faire d'abord une petite digression, un petit détour, et que les choses ne seront pas claires. Il faut vous dire que d'abord jamais, mais vraiment jamais, je n'ai accepté d'aller chez lui. Et on passe de quelque chose qui potentiellement était très clair à quelque chose qui d'un seul coup va nécessiter une série d'étapes. Première étape, jamais je n'ai accepté d'aller chez lui. Ça paraît clair, hein, c'est très très clair même, mais ça provoque la question de F. Vous n'allez jamais chez lui. La répétition de jamais de l'adverbe de temps dans la phrase de H2 crée un contraste avec la proximité qui était annoncée lors de l'exposition des faits. Si c'est un ami de toujours dont on a été si proche, qui a toujours été parfait, etc., il est étonnant qu'il ait jamais accepté d'aller chez lui. Ça crée chez elle une incompréhension. Vous n'allez jamais chez lui? Question. Question totale, mais comment est-ce possible? Sous-entendu, mais bien sûr que si, on attend une réponse évidemment positive. Incompréhension qu'on retrouve dans H1, mais si, voyons, qui prend la contradiction de ce qu'a dit H2, et une incompréhension à nouveau marquée par qu'est-ce qu'il raconte, qui va nécessiter d'expliciter. Et là, on est à nouveau dans la confusion. Non seulement on va rajouter des étapes parce que H2 n'est pas capable de dire les choses clairement, mais en plus, quand il commence à expliquer, personne ne le comprend. Et en fait, la difficulté de H2, elle tient à ce qu'il va dire après. Ce n'est pas de ça que je parle. Le ça est intéressant parce que ça veut dire que quand il parle d'aller chez lui, il ne parle pas d'aller chez lui. Il ne parle pas d'aller dans sa maison. Aller dans sa maison, c'est aller le voir. Voir, c'est physique, donc c'est quelque chose de réel. Il est allé le voir réellement. Mais jamais, jamais, et on retrouve la répétition, je ne cherchais à m'installer sur ces domaines, dans ces régions qu'il habite. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, H2, quand il parle par métaphore. Il parle métaphoriquement. Quand il dit aller chez lui, il ne parle pas de localisation géographique, de déplacement physique, il parle de localisation métaphorique. Les domaines, les régions qu'il habite, c'est le mode de vie social qu'a choisi H1. H1, c'est quelqu'un qui vit dans les normes de la société, il est marié, il a des enfants, il a un métier qui rapporte, il part en vacances, en voyage grâce à son métier, il joue le jeu, nouvelle métaphore, ce que ne fait pas H2. Ce qu'est en train de dire H2, par des métaphores qui rendent l'ensemble confus, c'est que simplement, lui refuse de suivre les règles de la société, contrairement à H1. Il ne va donc pas chez lui, il ne le rejoint pas dans son mode de vie. Et on a un appel un petit peu désespéré derrière, avec le « vous comprenez » au présent, qui semble être l'affirmation d'une vérité qu'il espère, parce qu'on essaye de se faire comprendre. Et c'est H1, à nouveau, qui, dans cette tentative de discours, va intervenir et va reformuler. D'abord parce que lui, il comprend. Ah, c'est ça que tu veux dire. On retrouve le ça que je parle. C'est ça que tu veux dire. Et l'explication, tu t'es toujours tenu en marge. Ce que dit H2 de manière hyper compliquée en disant « Jamais, mais vraiment jamais, je n'ai accepté d'aller chez lui, jamais je ne cherchais à m'installer sur ces domaines, dans ces régions qu'il habite, je ne joue pas le jeu », c'est « Je me suis toujours tenu en marge ». Et ça, c'est facile à comprendre. Et H3, qui était le seul soutien de H2 pour l'instant, comprend ce qu'a dit H1, un marginal, point d'interrogation, presque mouvement de recul, de peur, de « Oh mon Dieu, un mendiant ». Et H1, qui déjà est celui qui est capable d'expliquer, celui qui gère la parole, celui qui est capable de se faire comprendre, va prendre en plus la posture du héros généreux et défendre H2 avec « Je dois dire qu'il a toujours gagné sa vie, il n'a jamais rien demandé à personne » et il va apparaître ainsi comme celui qui reconnaît la valeur de son adversaire, toujours gagner sa vie et jamais demander rien à personne. L'antithèse insiste sur le fait que H2 n'est pas un marginal, que c'est quelqu'un d'autonome, quelqu'un qui gère sa vie, et donc pas un marginal au sens de mendiant, de parasite, etc. Il défend en plus H2. Dernier mouvement, l'échec final de H2 lors de son dernier discours. H2 s'effondre, merci, tu es gentil. Il remercie son adversaire, il lui donne une qualité, la faiblesse de H2 dans le discours continue de se renforcer,
et il va lui-même expliquer qu'il est perdu. Mais où en étions-nous ? Il a perdu les autres et il s'est perdu lui-même. Grâce à H1, il retrouve ce qu'il voulait dire. Ah oui, c'est ça, il voulait dire, je me tiens à l'écart. Ce qui lui permet de se relancer. Il a besoin de H1 pour se faire comprendre. Ça ne va pas l'empêcher d'essayer de relancer la discussion. Il est chez lui, moi, je suis chez moi. Parallélisme de construction, il est chez lui, je suis chez moi, qui semble indiquer l'irréconciliabilité de leur mode de vie. Chacun à sa place. Impossibilité pour H2 d'aller chez H1, impossibilité pour H1 d'aller chez H2. La chose a l'air claire, imposée, ce qui permet à F d'être d'accord avec lui pour la première fois. C'est bien normal, chacun sa vie, n'est-ce pas ? Ça lui permet de retrouver un peu de force. Et H2, à partir de là, va reprendre son procédé qu'il avait attaqué au tout début du texte pour essayer de réétablir la chaîne des responsabilités. D'un côté, on va avoir H1 qui va être présenté en tyran. Il veut utiliser la force, le contraindre, injonction de « il faut que », l'empêcher que je ne puisse pas en sortir, qui complète, c'est une subordonnée complétive qui vient compléter l'injonction de « il faut », donc impossibilité pour H2 de sortir de là, et H1 tend des pièges, alors que face à lui, on va trouver un personnage qui va être attiré, qui va être une victime. On a une espèce de champ lexical de la contrainte, du piège, de la rouerie, qui fait de H1 un tyran, un fourbe, utilisant la force pour contraindre H2 à venir le rejoindre dans son mode de vie. Donc on retrouve cette idée qu'il avait au début, où il voulait montrer que lui était une victime et que H1 était un tyran, et il va le compléter avec une nouvelle métaphore. Il a disposé une souricière. C'est à nouveau une métaphore, et on retrouve l'erreur de H2 qu'il avait faite au mouvement précédent. Il m'a tendu un piège, il a disposé une souricière. Alors la métaphore, on pourrait la comprendre, on pourrait dire ok, en plus ça rentre dans son système oratoire, je suis une victime, donc je me compare à une souris, une petite créature faible, sans défense, et H1 est le prédateur qui va utiliser des moyens techniques pour me piéger, me tuer, s'accaparer ma personne. C'est assez cohérent, mais ça crée en réalité l'incompréhension totale de tous les autres. D'abord, la didascalie de parole « tous », elle indique que la réaction est universelle, et la phrase non verbale, avec simplement un point d'interrogation à la fin, une souricière, montre la réaction immédiate, directe, sans réflexion, universelle, d'incompréhension des autres. H2 essaye d'expliquer, puisque personne ne comprend, il a profité d'une occasion. Là aussi, même chose, cela s'entend. L'occasion, c'est la chance, la condition idéale d'action. Il a disposé une souricière qu'il a placée au bon moment. La métaphore n'est pas absurde, mais F, qui décidément a aucune envie d'être d'accord avec H2, se jette là-dessus et détourne ce qu'a dit H2 en prenant d'autres sens. Souricière ne sera pas pris au sens métaphorique, mais au sens premier de piège à souris, et occasion ne sera pas pris au titre d'opportunité, mais au titre de seconde main, de produits déjà utilisés que l'on remet en vente, et elle associe les deux ensemble pour faire de la souricière d'occasion, c'est-à-dire un piège à souris acheté sur le bon coin. Et là, ça provoque le rire de F, ridiculisant ainsi définitivement H2, simplement parce que l'image que ça évoque, c'est que H2 est en train de nous dire que H1 a acheté au puce un petit piège à souris qu'il a posé dans sa maison et avec lequel il a essayé d'attraper H2. Et pris au sens premier, si on occulte la métaphore, c'est d'un ridicule total qui dévalorise complètement, qui décrédibilise tout ce qu'a pu dire H2 depuis le début. L'usage des métaphores d'H2 le rend incompréhensible et le rend ridicule. H1 renforce cette idée-là avec, d'un côté,
avec une antithèse, pardon. Il va opposer rire avec parler sérieusement, mettant ainsi en lumière l'impossible réconciliation entre ce que dit H2 et la réaction des autres. Il parle sérieusement, c'est une certitude, je vous assure, toujours ce présent d'énonciation, c'est une certitude, mais tout le monde rit. Il y a incompatibilité entre les deux, on ne devrait pas rire puisque c'est sérieux, mais c'est tellement incompréhensible et ridicule que tout le monde rit. Donc ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que H2 a essayé de faire de cette dispute individuelle, personnelle, une dispute au sens juridique, un débat légal, mais l'écart entre lui et H1 ne fait que se creuser. Il est incapable de prendre le dessus et H1 semble dominer en permanence. Le ridicule qui est associé à H2 est purement comique. La victoire totale de H1 renforce son incapacité à lui à se faire comprendre, à H2, et font de son échec un échec tragique, puisque quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il n'arrive pas à se faire entendre. Le dialogue est impossible et ils sont absolument irréconciliables. J'espère que c'était à peu près clair.